Welcome to the Mika and AB Show, la collaboration du Men in Fight et de AB Show. Merci Mika pour cette collaboration. Ah, merci à toi. Vous aurez droit à un épisode chaque semaine et on va traiter de l'actualité du MMA français, du MMA mondial et des dernières news. On va commencer par la dernière grosse nouvelle, Benoît Saint-Denis qui fait sa signature à l'UFC. Déjà, je rebondis. Si on fait ça ensemble, c'est parce que AB m'a promis une chose, c'est qu'il n'y aurait pas de langue de bois. On dit ce qu'on pense et on analyse les combats. Alors, des fois, ça fera plaisir quand les Français vont gagner, mais quand ils vont perdre, des fois, forcément, on sera un peu difficile, mais c'est pas pour autant qu'on Je resterai toujours objectif et respectueux. Voilà, c'est ça. On reste objectif et respectueux. Bah là, on a Benoît Saint-Denis qui fera ses débuts à la Fight Island lors de la grosse soirée qu'il y aura pour Main Event Blachowicz contre Teixeira. Il affronte, je ne sais pas si on peut dire c'est un short notice, parce qu'il a quand même 30 jours devant lui à peu près. Enfin, un petit peu plus de 25 jours de préparation. Et je pense qu'il s'était peut-être déjà en pourparlers depuis une semaine, parce que lorsque une signature se fait à l'UFC, on n'annonce pas d'ici. Voilà quoi, donc qu'est-ce que tu en penses de ce combat-là? Son adversaire, il est très très solide, il a 22-7. Eliseu Zaleski dos Santos à l'UFC depuis 2015, donc il a pas mal de plus d'une dizaine de combats à l'UFC. Donc c'est un. Et en plus, je crois que ça sera un welterweight. C'est pas la catégorie habituelle de Benoît. Ça va être un sacré défi. Benoît, il a fait toute sa carrière à 77 kilos. Ouais. Sauf que là, on le sait, il commençait à chercher à descendre de catégorie. Son dernier combat au Brave, il s'est fait en super lightweight à 75 kilos, justement. Donc, on sait que Benoît, plus il va dans le haut niveau, et plus il cherche forcément à aller dans sa catégorie de poids où il se sentira le mieux. Et c'est chez les 70 kilos qu'il va vouloir évoluer. On le sait, quand il y a une opportunité à l'UFC, on la saisit, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et c'est vraiment un short notice, parce que 25 jours ou 30 jours pour affronter un mec comme ça, franchement, c'est quoi qu'il arrive, un camp d'entraînement qui ne sera pas complet. Donc, effectivement, ce n'est pas un très short notice, mais ça reste un short notice. Et ensuite de ça, je peux te confirmer qu'il n'y a pas eu des pourparlers avec l'UFC depuis très longtemps, parce qu'il y a encore 3 jours de ça, Benoît Saint-Denis, il cherchait un adversaire pour le beatdown. Ouais. Donc, du coup, en fait, la négociation avec l'UFC est arrivée vraiment sur le tas, et ça s'est fait en très peu de temps. Après, pour revenir à l'adversaire de Benoît Saint-Denis, franchement, il prend un mec ultra solide. Moi, je me souviens quand j'avais affronté en short notice, pareil pour l'UFC, à 77 kilos, j'avais pris Sergio Mores, qui était un finaliste du TUF à 84 et qui avait fait ses armes à l'UFC. Ouais. Et par rapport au gars que Benoît Saint-Denis prend là, aujourd'hui, avec le recul, déjà, moi, je trouvais que c'était un client. Et là, il n'y a rien à dire. Le gars que Benoît Saint-Denis prend est un gros client. C'est 11 combats à l'UFC, 8 victoires. Il a battu des gars qui sont partis aller chercher la ceinture à 84 kilos. Je pense à Vendramini, l'Italien. Ouais. Il a battu Strickland, qui va affronter Rockhold dans pas longtemps. Il a perdu contre Nicolas Dalby à la décision partagée et contre Muslim Salikov à la décision partagée. Donc, c'est un gars qui est dur. Il a l'UFC depuis 2015. Il est bien établi. Short notice sur une grosse carte à l'UFC 267. En fait, c'est presque le combat parfait pour rentrer à l'UFC, dans le sens où, effectivement, l'adversaire est très dur. Mais en fait, on ne peut pas attendre de la part de Benoît, il n'y aura pas de la part de Benoît une contre-performance, parce que quoi qu'il va pouvoir faire, ça sera une surprise. Donc, soit la surprise, elle sera immense et ça sera bénéfice jackpot x 1000, et ensuite il descend de catégorie, ou soit il s'incline, mais on dira c'est assez logique, il a pris un short notice, il a pris un mec hyper fort, et lui, il rentre à l'UFC et ensuite il descend de catégorie. Donc en fait, Benoît, il n'a rien à perdre sur ce combat, il a tout à gagner. Ouais, c'est ça, et en plus, derrière, il va s'assurer quoi qu'il arrive, il s'assurera d'un contrat de 4 combats. Il a 8-0, il a vaincu, donc en gros, voilà, ça laisse quand même une marge. Et gros défi pour lui, en tout cas, félicitations à lui, en tout cas. Ouais, 8-0 et 8 finitions. C'est ça qui est important. Je pense que stylistiquement, il va beaucoup plaire à l'UFC. C'est un finisseur. Après, franchement, il a toutes ses chances à 70 de faire quelque chose de très solide. Notamment, tu vois, là, je me disais, s'il gagne et que dans la foulée, il trash talk Pimblet, il a vraiment un truc à faire, tu vois, à l'UFC. Et Pimblet, ça serait presque un combat
franchement, je le vois vainqueur face à Pimblet, tu vois. Ouais, c'est vrai, il a Après, présent. rien n'est joué, hein, et on Bien n'en est sûr. pas là. Il a déjà un gros combat là au mois d'octobre. Mais en tout cas, sur ce combat-là, il a rien à perdre. Donc, il peut y aller tranquille sur ce côté-là. Et après, il est accompagné par Daniel Voirin. Et Daniel Voirin, c'est quand même un habitué des grands rendez-vous. Il a coaché aujourd'hui les plus grands du MMA, notamment Anderson Silva, qui est quand même considéré comme beaucoup comme le GOAT. Il a entraîné Lyoto Machida, si je ne me trompe pas. Enfin, il a entraîné beaucoup de monde, Daniel Voirin. Et donc, il est bien entouré, Benoît Saint-Denis. Et du coup, bah, je pense qu'il peut nous surprendre sur ce combat. C'est possible. En tout cas, on verra ça le 30 octobre. On va rebondir sur l'actualité qui s'est déroulée ce week-end. On avait pas mal de Français qui combattaient, notamment Bellator. On a eu la victoire de Fabakary Diatta à la décision et qui passe maintenant à 8-0. Franchement, je lui tire mon chapeau parce que il prend vraiment son temps. Il prend vraiment son temps. À l'époque, on avait combattu sur les contenders. Je crois qu'il était à 5-0, 6-0, un truc comme ça. Et là, tu vois, en fait, il ne s'est pas précipité. Il prend vraiment son temps, il ne fait pas de bruit. Et je pense qu'on pourra vraiment compter sur lui à l'avenir chez les 66 kilos. Ouais, Fabakary, c'est quelqu'un de humble. La première fois que j'ai vu Fabakary, moi, je combattais au 100% fight. Je vous assure, avec tout le respect que j'ai, il était derrière en train de vendre les sandwichs à la sandwicherie du 100% fight. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai connu Fabakary. Et petit à petit, je l'ai vu au 100% fight ensuite évoluer en tant que combattant. Et un jour, je l'ai vu au Bellator et je me suis dit, waouh! Et en fait, j'avais pas vu la Le différence transfert, de quoi, niveau entre son combat l'évolution. et au Bellator Paris. Il m'avait déjà impressionné face à sa victoire face à Wooding, parce que Wooding, c'est quelqu'un qui avait combattu à l'époque contre Yuri, qui était mon entraîneur de lutte lorsque j'étais au MMA Factory. Et Wooding s'était imposé avec la manière face à Yuri. Et c'est là que j'ai vu que Fabakary était très fort, en fait. Et Wooding a d'ailleurs gagné la ceinture des moins de 61 kilos du Cage Warrior jeudi dernier. Donc, c'est dire le niveau que Wooding a et le niveau que Ouais. Fabakary a. Et c'est vrai qu'il a confirmé avec une très belle prestation encore ce week-end à Londres. Deuxième victoire, invaincu. Deuxième victoire au Bellator en 2 combats, c'est quand même quelque chose d'énorme. Bien sûr. Donc, grosse performance de Fabakary et je pense qu'il s'inscrit comme les combattants à suivre dans la catégorie des 66 kilos. Juste une réserve, je ne sais pas s'il n'a pas intérêt à un moment donné à descendre de catégorie ou alors de revoir un peu son physique parce qu'il me semblait à un moment donné qu'il était peut-être un peu trop physiquement, un peu trop fin par rapport à son adversaire. Moi, je le trouve très, très affûté déjà pour un 66 kilos. J'aurais du mal à le voir descendre chez les Batam quand même. Bah, moi, je sais que Il est très musclé, tu vois. Ouais. le jour du combat, il s'est pesé à 67,7 kilos. Ah ouais, donc il fait pas un rebond énorme. Mais c'est vrai que au niveau, la différence, elle pourra se sentir. Ouais. Surtout plus c'est un striker et qu'à un moment donné, je pense qu'il va tomber sur des mecs qui vont vouloir absolument aller le lutter. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour lui d'évoluer au Bellator? Sachant Alors, que quand tu es au moi, Bellator, tu vois, là, il est à un rythme de 1 combat par an. Et c'est à peu près comme alors, ça avec tous les Français. c'est ça. Alors, le Bellator, je ne sais pas quel est son contrat, si c'est un contrat de 3 combats ou 4 combats. Si c'est un contrat de 3 ou 4 combats, le pari est presque réussi pour la Hatch Academy et pour Fabakary, parce qu'il ne reste que 2 combats et ensuite il sera libre d'évoluer où il veut. Après, ce que je reproche au Bellator, moi, c'est que je trouve que le niveau des oppositions est parfois trop dur et que le respect pour les Européens n'est pas là. Je m'exprime. C'est-à-dire que quand je vois des combattants anglais comme Tim Wild, qui a combattu Yves Landu, Ryan Scope, très, très solide, que j'ai affronté, et plein d'autres anglais, je trouve qu'ils ne combattent pas assez et que les oppositions qu'on leur propose sont parfois trop difficiles. Et donc, c'est un peu le baptême du feu. Et en plus de ça, derrière, ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer beaucoup parce qu'on leur propose que 1, 2 combats dans l'année. Donc, moi, le Bellator, je ne suis pas fan de cette organisation et surtout pour faire une construction de carrière. D'ailleurs, on a l'exemple parfait, c'est de Azael Ajoud, qui évolue au SBG, un Français très très fort, qui a demandé au Bellator de le sortir pour qu'il puisse faire un combat à l'UAE Warrior Arabia. Parce qu'il n'avait pas assez de combats, parce qu'on ne lui proposait pas assez de choses.
Et sachant qu'il est Donc, en plus, je crois, managé, géré par Cavana directement. Tu vois, c'est donc ça, ouais. s'il a fait la demande, c'est que c'était vraiment, je pense, impératif. Et tu sais, moi, je pense aussi à Grégory Babin qui avait combattu 3 fois en 3 ans, en l'espace de 3 ans. Pourtant, il avait fait que des victoires, tu vois. Et c'est 3 pour ça victoires, que, 3 finitions aussi. tu vois, Pareil. et, sur l'espace de 3 ans. Et c'est là où je me suis dit, les Bellator, je pense qu'ils veulent vraiment pas privilégier les Français. Hein. C'est pas en tout cas une orga où un Français pourra s'installer et aller peut-être demander la ceinture comme d'autres organisations, tu vois. Je sais pas. Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas très très fan de. Il y a même Lucie Berthaud, je crois, qui a avorté son contrat au Bellator, il me semble. Ouais. Après, vraiment, moi, j'ai du mal à comprendre leur politique de matchmaking. On y reviendra après tout à l'heure sur le combat MVP Lima. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé Ouais. aussi. Bon, là, cette fois-ci, c'est les juges, mais j'ai du mal à comprendre. Il y a beaucoup de choses comme ça que je. Le Bellator, ils ont une politique que je ne comprends pas, en fait. Mm. Et donc, forcément, j'arrive pas à les suivre. Et donc, je ne m'inscris pas comme quelqu'un qui est partisan pour évoluer au Bellator, quoi. C'est ça. Juste après, on avait la victoire, je crois que c'était juste avant ou juste après la victoire de David Gallon. Un gros Ouais, qui a fight. fait un super combat. Ouais. Après, j'ai pas pu vraiment suivre ce combat. On m'a fait la petite reproche, comme je n'ai pas parlé sur ma story Instagram. Après, bon, David Gallon, c'est pas quelqu'un qui est vraiment sur les réseaux, tu vois. Donc, si tu ne le connais pas et que tu ne le suis pas vraiment de près, tu peux pas vraiment savoir s'il combat ou pas, tu vois. C'est Et ça. Et on a. puis, il est resté 2 ans inactif. En fait, David Gallon, pour la petite histoire, il était revenu déjà après une longue période d'inactivité. Il était revenu face à un combat au vétéran Ross Person euh, dans une organisation anglaise mineure. Ouais, Il signe limite le KO de l'année dans MMA et l'un des plus beaux KO de l'histoire du MMA, hein, on peut le dire, franchement, ouais, sur une ouais. sorte de coup de pied retourné. Il met KO Ross Person dans la dernière minute du combat, voire dans les dernières secondes. Derrière, il y a le Bellator, enfin légalisation du MMA en France. Le Bellator arrive. Il signe Davy Gallon. Davy Gallon devait combattre au Bellator Paris. Ça ne s'est pas fait à cause de raison de Covid. Et là, il combat sur la carte de Londres face à un Anglais. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui habite pas la région parisienne. Il s'entraîne dans le nord de la France. La communication autour de lui, elle n'est pas forcément bien faite. Ouais, Et donc, ouais. du coup, si on n'est pas initié un peu au monde du MMA, c'était difficile de savoir que David Gallon allait combattre. Et on avait un autre Français, je crois que c'était le troisième et dernier Français qui est sur la carte du Bellator, Yves Landu, qui combattait contre un ancien adversaire à toi, qui malheureusement s'est imposé à la décision. C'était Ouais. le quatrième Français qu'il affrontait, dont toi, Amin Ayoub et Anthony Dizzy, il me semble. Ouais. Et du coup, Yves Landu. Alors, pour la petite histoire, c'est un adversaire qui est très très fort, Tim Wild. Vraiment, je ne lui retire aucun mérite. C'est un adversaire qui est très fort. Là, il est revenu il y a un an jour pour jour. Il se faisait opérer des ligaments. Il est revenu, il a combattu, il a fait une performance de dingue face à Yves Landu. Maintenant, je vous assure que ce mec, il, il est verni. Il est verni. Dans le sens où, moi, je me rappelle l'avoir affronté. J'ai franchement ultra dominé le premier round. Et au C'était au Cage deuxième Warriors. round, ouais, au Cage Warrior. Et au deuxième round, il me touche le ventre et j'avais mal géré mon cutting. Je vous assure que il m'a pas fait mal. Il a déclenché. Je vous assure que j'étais à 2 doigts de littéralement me vider dans la cage. Et j'ai dû, plus que combattre contre lui, j'ai dû combattre de m'abstenir de faire la plus grosse dinguerie de ma vie. Derrière, il affronte Amin Ayoub en short notice. Ça veut dire qu'Amin Ayoub, lui, on le sait, il est comme moi, c'est un gros cutter. Il a eu du mal à perdre le poids. Il l'a perdu, mais Ouais. il est arrivé dans la cage, il était complètement lessivé. Contre Anthony Dizzy, il perd le premier round. Anthony Dizzy, on lui reprochait de ne pas faire le spectacle. Ça veut dire qu'il a dit, OK, je vais le finir avec la manière. Il a fait un grand pound qui partait de loin. Il prend un push kick, ça le met KO. Et là, contre Yves Landu, j'ai le sentiment, mais j'attends le retour de Yves. Là, pour l'instant, il s'est retiré des réseaux. Que Yves s'est blessé à la jambe au milieu du premier round. Parce que le premier round est clairement pour Yves. Mais à un moment donné, on voit Yves, il change de garde, il est plus trop sur ses appuis et tout. Et j'ai le sentiment qu'il s'est blessé. Ça ne retire pas le talent de Tim Wild. Hein. Il est vraiment bon, il est super Ouais. fort. Mais il a un facteur X, je ne saurais pas l'expliquer, qui fait qu'il est verni. La Il chance y fait a un peu de sourire. chance. Dans sa réussite, il faut toujours un peu de chance. Et lui, il a une bonne étoile.
Pour rebondir sur l'actualité du MMA français, on avait Morgan Charrière qui combattait pour la ceinture intérim face à Paul Hughes. Grosse Ouais, polémique après, avant ce combat. Ouais. ouais, non, j'allais dire lui, enfin, le cas Morgan Charrière face à Paul Hughes, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être on peut faire un point sur les 3 autres Français qui ont combattu lors de la trilogie. Ouais. Il y avait Philippe Le Bah, Rouge. c'est ça. Il y a fait Philippe Rouge qui a fait un bon début de combat. En fait, lui, c'est un gars qui a fait ses armes à l'EFC, Ouais. l'organisation sud-africaine. Il était sur une bonne série de victoires. Et là, au cage horaire, il a fait un bon début de combat. Mais au sol, c'était vraiment trop limite pour lui. Et il s'est fait soumettre assez rapidement. Derrière, on a eu malheureusement le forfait de Jonathan Buzeku qui est arrivé 3,5 kilos au-dessus du poids. Là, C'est franchement, énorme. Pourtant, c'était pas un short notice qu'il avait, lui. c'est pas un short notice. Et en plus, c'est une KT à 84 kilos dans laquelle il a l'habitude de combattre. C'est pas comme si. J'avais déjà tourné avec lui il y a quelques temps. Il m'avait l'air pas loin des 100 kilos, il me semble. En tout cas, il était très, très, très lourd. Donc, tu vois, je Ouais. pense que pour aller combattre à 84 kilos, je pense que c'est vraiment un gros, gros effort pour lui, tu vois. D'accord, mais dans ce cas-là, faut changer de KT. Parce que Ouais. franchement, j'entends, tu peux rater ton cutting de 1 kg, 1,5 kg, Lorsque tu es 2 vraiment kilos. desséché, genre. Voilà, vraiment 2 kilos. Bon, il y a eu un problème dans le cul. Mais là, on parle de 3,5 kilos. C'est énorme. Ouais, non, c'est vrai. 3,5 kilos, c'est énorme. En vrai, 3,5 kilos, c'est ce qui sépare presque 2 catégories de poids. Donc, Ouais. c'est trop. Donc, ouais, forfait de son combat. Donc, lui n'a pas combattu. Le samedi, on a donc. C'est une trilogie de Cage Warrior. Il y a eu 3 Cage Warrior en 3 jours. Donc le jeudi, on n'avait pas de français. Le vendredi, il y avait Philippe Rouge. Il devait y avoir Jonathan Buzeku et Morgan Charrière qui faisaient le main event. Et le samedi, il y avait Conman Day qui a combattu et qui s'est aussi incliné à la décision face à l'adversaire qui avait battu récemment Jean Hendoy. Donc C'est ça. voilà. Et ensuite, on avait ce fameux combat dont tu parles, donc pour le main event. Je te laisse le présenter. Bah, Morgan Charrière qui faisait la ceinture intérimaire face à Paul Hughes. La raison polémique avant ce combat, c'était que Morgan Charrière s'était fait voiler par Vucenic. Je l'avais interviewé et en gros, il devait affronter Vucenic il y a quelques mois. Finalement, ça ne s'était pas fait et je lui avais demandé, je lui ai posé cette question-là. Est-ce qu'une ceinture intérimaire, ça te convient? Il m'avait dit non. Il m'avait dit que c'est un petit peu un piège et c'est un danger parce que si tu perds derrière, tu ne peux pas refaire la ceinture. Surtout dans son cas, lui, vu qu'il y avait eu une polémique. Et après, le combat il avait été reporté à Lala. Finalement, Vucenic, je crois, il était forfait pour cause de Covid. Donc voilà, ils lui ont proposé Paul Hughes, un adversaire qui avait 8-1. Et sa seule défaite, c'était justement face à Vucenic. Le Et combat, il a c'était très été serré. C'était un combat très serré. ouais. Combat très engagé, tu vois. Et là, malheureusement, il y a Morgan qui s'incline à la décision. Là, on ne peut pas parler d'un vol. Je pense que voilà, la défaite, elle est justifiée. Il gère ses 2 premiers rounds. Tout se passe bien. Après, lors du 3e round, tu as Paul Hughes qui change de stratégie et qui prend les 3 derniers rounds. Et derrière, il y a une grosse polémique. J'ai posé un petit peu des questions sur Instagram. D'ailleurs, toi, si tu l'as fait avec ton compte Man in Fight, on a laissé un petit peu les gens donner leur avis. Est-ce que c'était est-ce qu'il avait le niveau de l'UFC? Qu'est-ce qu'il fallait changer dans sa manière de combattre? Parce qu'en fait, là, malheureusement, on a vu à peu près les mêmes erreurs qu'il avait fait face à Vucenic. Donc, Ouais. je vais te laisser donner ton avis et après, je donnerai le mien. Alors voilà, déjà sur le point, après on reparlera de la polémique de l'après-combat, Ouais. mais du point de vue technique, vraiment du point de vue technique, euh, je trouve que Morgan n'a pas progressé de manière fulgurante, ou du moins n'a pas progressé sur le point de vue technique, je parle, Ouais. entre Vucinic et Paul Hughes. Et il s'est pourtant presque passé, je crois, 6 mois. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il s'est passé du temps Ouais, entre c'était au les deux. mois de mars, il me semble. Après, on sait que Morgan, il est parti au Brésil, donc il a forcément travaillé son sol et tout. Donc, je m'attendais vraiment à ce qu'il développe son jeu au sol, peut-être sa lutte, etc. Bah, en fait, Euh, dans ses vidéos, là, dans son vlog, il avait dit qu'il avait beaucoup travaillé la lutte avec Johnny Frachet et qu'en gros, il sentait qu'il avait vraiment progressé. Et même moi, en fait, je m'attendais un petit peu à plus d'attaques en lutte. alors, voilà, ce que j'ai reproché à Morgan sur le premier combat avec Vucinic, pour y revenir, ce que je disais, c'était que pour moi, d'un point de vue extérieur,
Morgan gagnait le combat contre Vucinic, mais en fait, c'était très, très serré. Ouais. Et que, en fait, si on regardait les juges, ce jour-là, avaient privilégié le striking sur l'ensemble de la carte. Et du coup, Vucinic s'imposait logiquement parce que c'est vrai qu'il avait dominé les échanges en striking. Et en fait, Morgan, le problème, c'est que face à Vucinic et à Paul Hughes, là, ce que j'ai retrouvé, c'est que c'est quelqu'un qui avance comme un rouleau compresseur, qui a une anglaise assez dure, qui frappe fort, qui est quand même ouvert. Il met peu de jambes, il avance comme un rouleau compresseur, il touche en boxe anglaise et il vient vous coller contre la cage pour aspirer votre énergie. Le souci, c'est que derrière, il amène que très peu au sol. Et quand il amène au sol, malheureusement, il ne garde pas le combat au sol. Et donc, du coup, c'est d'une part une débauche d'énergie et deux part, c'est que ces amenées au sol, elles sont presque pas comptabilisées dans le sens où l'adversaire se relève assez rapidement. Donc, du coup, si j'ai envie de caricaturer, on a Morgan Charrière qui maîtrise la boxe anglaise et l'agressivité dans le combat avec le catch control. Mais derrière, on n'a pas de jambes. Donc, ses phases de striking sont limitées à sa boxe anglaise pour le moment. Sa lutte est limitée à du catch control parce qu'il ne vient pas lutter pour faire tomber, il lutte vraiment pour contrôler contre la cage. Mais lors des phases de catch control, on n'a pas beaucoup de coups. Il met très peu de frappes. Il met de temps en temps des petits genoux ou des frappes. Quand il amène au sol, il développe ni son jeu sur les soumissions, ni en ground and pound. Ouais. Et donc, même s'il domine les débats, c'est pas de manière en fait, il ira jamais chercher un 18 de cette manière. Il va chercher l'énergie de son adversaire, mais rien de plus. Le souci, c'est que là, on l'a vu, premier round, ça fonctionne. Deuxième round, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que d'avancer comme un rouleau compresseur et d'envoyer l'anglaise, bah, tu t'exposes. Et il s'est fait contrer. Derrière, son adversaire a profité de ce contre, de l'ascenseur, a développé son jeu au sol et l'a pris. Et lui a marqué très fortement les esprits sur le troisième round. Et d'ailleurs, je crois qu'en critère de notation, c'est ce qu'on appelle un 18. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, là, pour le coup, il avait. Un sens unique, ouais. Voilà, c'est un round à sens unique. Donc, déjà, il a égalisé au compteur. C'est-à-dire qu'il y avait 2 rounds pour Morgan, 1 round pour lui. Morgan, au 4e round, on le voit, en fait, il n'arrive pas à revenir soit du chaos, soit de la fatigue d'avoir défendu les attaques de son adversaire au sol. Le 4e round est pour son adversaire et son adversaire montre de belles choses. Il fait du sol, il va lutter, il boxe en pied-point, il met des high kicks, enfin, il met du volume. Il y a beaucoup plus de choses. Le panel technique de son adversaire est plus important. Au 5e round, Morgan décide de revenir un peu dans le combat. Mais le problème, c'est que c'est pareil sur le panel technique, sur l'ensemble des gammes qu'il propose. C'est de l'anglaise, il s'approche, il colle, un peu de catch control. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune tentative d'amener au sol. L'agressivité, elle est quand même du côté de Paul Hughes. Et le débit, il est du côté de Paul Hughes. Ça veut dire que je ne vois même pas comment ça peut faire une polémique sur le 5e round. C'est que clairement, Paul Hughes, à la rigueur, le 5e round, tu peux mettre 10-10 si tu fais un arbitrage en faveur de Morgan Charrière. Mais pour moi, Paul Hughes, du coup, s'impose. Et je retrouve exactement le même Morgan que face à Vucinic. Sauf que c'est vrai que sur ce combat, il est arrivé agressif dès le premier round. Chose qu'il n'avait pas fait face à Vucinic. Ouais, je suis d'accord sur l'ensemble de ce que tu as dit. Après, je pense aussi que c'est un peu un problème technique. Surtout que Morgan, il évolue dans la catégorie des featherweight. Tu vois, quand je pense aux featherweight, je pense directement au niveau, aux mecs comme Calvin Kattar, comme Max Holloway. Même sans forcément aller chercher loin, mais comme Saladin Parnasse, c'est en fait ce que moi j'ai envie de reprocher à Morgan, c'est son manque de débit pour un featherweight. Tu sais, il a le physique pour tenir les synchrones, il n'y a pas de problème. Mais le petit hic dans l'histoire, c'est qu'en fait, il n'a pas assez de débit. C'est limite, il boxe comme un poids lourd, dans le sens où il est ancré, il cherche le coup dur et il boxe sur peut-être 2-3 combines max, tu vois. Et alors que c'est une catégorie où ça va très très vite, où le panel technique il est très très élevé. Et en fait, il a des belles choses à faire dans cette catégorie, mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'il step up, tu vois, techniquement. Parce que là, en fait, comme tu as dit, il a fait les mêmes erreurs qu'avec Vucinic. Et en fait, de ce que je remarque, depuis qu'il est au Cage Warriors, ça fait peut-être 2-3 combats qu'on voit les mêmes choses, tu vois. Son combat face à Dean Truman, il l'avait emporté, mais c'était ça, c'était un petit peu de boxe, du catch control, même s'il avait fini par TKO. Mais il y avait un combat
où j'avais vu qu'il avait progressé, mais en fait, depuis ce combat-là, j'ai plus vu de nouvelles choses. Je crois que c'était son combat après Sorenbach, je sais plus comment il s'appelait. Il avait fait un 3x5 contre, je recherche juste le nom, Lewis Monarch. Tu vois, à ce Ouais. moment-là, j'avais vu vraiment de belles choses. Il avait évolué en anglaise, tu vois, il avait vraiment un style. Il mettait beaucoup d'incertitudes. Il boxait, il avait de belles liaisons en lutte, de très beaux takedowns. Mais en fait, depuis ce combat-là, j'ai pas vu de choses nouvelles, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, il y en a beaucoup qui ont parlé de changer d'équipe. Changer d'équipe, c'est pas d'un claquement de doigts, c'est pas si évident que ça. Mais je pense que peut-être aller voir un petit peu à l'étranger, peut-être que ça lui fera pas de mal, tu sais. S'entraîner avec des Ouais. nouvelles personnes, parce qu'à un moment donné, quand tu combats pour la ceinture du Cage Warrior, surtout que là, on voit que le niveau du Cage Warrior, il est en train de monter de ouf. Tu sais, quand tu évolues toujours avec tes sparring partenaires, que tu les connais, peut-être à un moment donné, il faut un petit peu Bon, en tout cas, de... non, je ne vais pas dire qu'il faut qu'il change de team et tout, parce que ça, c'est une décision qui lui appartient. Ouais, Après, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il faut qu'il progresse techniquement. Il a des axes de progression. Et là où je te rejoins, c'est que même sur sa condition physique qui est irréprochable, en fait, j'ai le sentiment que quelque part, son côté physique et massif le dessert pour la ouais, je suis catégorie des d'accord. 66 kilos. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a une masse musculaire et du coup, forcément, une sorte de rigidité, parce que c'est pas quelqu'un, on le sent, qui ira faire des drimbolo et tout Mhm. au niveau du sol et tout. Mais le problème, c'est que ça le rend un peu dur, et à l'image d'un Volkanovski d'ailleurs, mais sauf que Volkanovski, quand tu regardes ses combats, c'est quelqu'un qui débite quand même. Ouais, Il il n'est est pas comme physique. Holloway dans le débit, mais il est tout le temps en train d'envoyer des coups et tout. Et Ouais, donc, c'est mettre la vrai que je pression. Ouais. pense que Morgan, il a peut-être quelque chose à faire et trouver peut-être un équilibre entre le côté massif qu'il a dans sa condition et le côté où il doit mettre plus de volume sur son striking. Et peut-être aussi apprendre à boxer des fois en étant aérien, en se déplaçant et pour mettre plus d'incertitude. Donc voilà. Et Pour là, ma tu part, penses voilà que... l'analyse. Et là, tu penses que parce qu'il a une chaîne YouTube avec un vlog, enfin, ouais, des épisodes qui s'appelaient En haut de l'UFC. Là, il lui reste, parce qu'il avait dit qu'il avait renouvelé un contrat de 4 combats dès qu'il avait pris la ceinture là face à Perry Goodwin. Donc là, forcément, il lui reste 2 combats. Est-ce que tu penses que c'est toujours possible pour lui d'accéder à l'UFC, sachant qu'il a que 25 ans? Tu vois, c'est très jeune et qu'il a Oui, quand même alors, 25 combats. Il a 16-9 là actuellement à son palmarès. c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que contre Vucinic, la décision, elle est très, très compliquée. Hein. C'est Bien pas sûr. pas une décision. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, son bilan au Cage Warrior, c'est 3 victoires, 3 défaites. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a eu des gros clients, même s'il n'a pas perdu de manière outrageuse, Ouais. il a perdu à la décision, du moins aux yeux des juges. Encore une fois, je le dis, contre Vucinic, c'est quand Ça, même c'est sûr. contestable. Mais aux yeux des juges, il n'a pas fait suffisamment pour ne pas. Donc, on voit qu'il a un palier à passer. Donc, le niveau de l'UFC, oui, il a le niveau de l'UFC. Si c'est pour combattre contre des top 25, il va l'avoir. Le problème, c'est que l'UFC, quand tu y vas, c'est pour gravir les étapes. Et là, ça va être plus compliqué pour lui. Après, C'est bon. je compose. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est bon, c'est bon. Après, le fait est qu'il est jeune, mais en toute sincérité, là, je pense qu'il devrait soit au Cage Warrior, comme un accord, reprendre des combats plus faciles pour qu'il puisse retravailler, ou alors repartir dans des organes comme peut-être le beatdown qui a été un tremplin hein, pour Walker ou pour Pirello, Ouais. euh, tu vois, Bah pour après, Gaetano. Mais parce que là, pour l'instant, s'il se refait dans le dur au Cage Warrior, je pense que même s'il signe derrière l'UFC, il va ne jamais, en fait, il va toujours être sur un rythme où il va jamais avoir le temps de progresser. C'est-à-dire que ça va être très compliqué pour lui derrière de retrouver le temps de progresser. mais après, Il faut parfois accepter de travailler sereinement pour remettre d'équerre ce qui ne va pas, pour repartir de plus belle. bah, en fait, le problème, c'est que, tu sais, Morgan, avec la grosse hype qu'il a, avec le niveau aussi de son palmarès, tu sais, il a quand même 25 combats, il a à peine 25 ans, tu sais, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Là, il sort de 3 main events au Cage Warriors. Ça a été difficile sur 6 play et tout. Ça va être un petit peu compliqué de. Tu vois, c'est pas pour le comparer à Connor, mais tu sais, là, Connor qui essaie de revenir au top. Est-ce que tu vois Connor aller chercher des top 15 ou des top 20, tu vois, pour se refaire? Ouais, non, mais alors déjà, Pour c'est se pas regarder, Connor. bien sûr.
Non, mais c'est pas Connor. Et ensuite de ça, c'est que il est très connu dans le monde en France. En France, je pense que c'est vraiment l'un des plus connus. Sauf que dans la sphère MMA, je parle vraiment dans la sphère MMA, il n'est pas plus connu qu'un autre. Dans la sphère MMA, je parle. C'est-à-dire que dans la sphère MMA, si en 66 kilos, je te demande qui est le meilleur, tout le monde va te dire Saladin Parnasse. Ouais, ouais. Ceux qui connaissent le MMA. Donc, quand tu es un adversaire, enfin, des adversaires, ils vont peut-être aussi vouloir aller chercher sa hype pour se faire connaître. Tu vois, des fois, quand tu affrontes un mec qui est connu, comme moi, j'ai pris là, le dernier mec que j'ai pris à l'Octagone, le mec, il est suivi par je sais pas combien de milliers de personnes. Et pourtant, tu vois, quand je suis allé le prendre, je savais que ça allait pas être le combat le plus difficile de ma vie, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont accepter le défi Morgan Charrière. Maintenant, ils vont l'accepter parce que derrière, ils savent que s'ils gagnent, il va y avoir un plus pour eux, tu vois. Maintenant, pour Morgan, ça va être compliqué. En tout cas, c'est que comme il est connu et comme il a déjà été battu à 3 reprises sur ses derniers combats, les gens savent un peu quoi faire avec lui pour l'instant. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il progresse. Parce que s'il ne montre pas d'axe d'amélioration, on le sait que quand il est sur le dos, il est dans une situation compliquée. Il n'aime pas le sol, il n'est pas hyper à l'aise au sol. Il tente plus ou moins des bras-têtes et on voit qu'il essaie d'aller chercher des clés de jambes, mais c'est compliqué pour lui d'être assez fluide et de se relever, tu vois. Donc attention à lui et voilà. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Je pense que là, on a fait le tour de l'actualité des MMA français. On va Ouais, passer après, j'aurais quand même voulu éclaircir un point. Je trouve que, tu vois, tu le disais, c'est un combattant connu. On l'a vu, il y avait vraiment des lacunes techniques sur ce combat, sur le point de vue technique. Par contre, je trouve que la vague de réaction, elle a été un peu injuste envers lui. Dans le sens où les gens disent, ouais, c'est un YouTuber, un influenceur et tout. Mais d'une part, c'est son métier. Donc, tu vois, tu peux pas reprocher à quelqu'un de gagner sa vie avec sa passion. Bah, ouais, Tu vois ce après, que je je veux pense dire? que ça, c'est pas des critiques constructives, tu sais. Moi, la plupart des gens qui m'ont fait ce genre, qui ont répondu avec ce genre de commentaires, c'était pas des combattants. Tu vois, peut-être plus ou moins des passionnés d'MMA, tu vois. Mais quand tu es combattant, tu peux pas lui reprocher ça en tout cas, parce que tu sais que c'est ce qui fait vendre. Tu sais, c'est ce qui peut être complémentaire pour tes revenus du MMA, tu vois. Et c'est une chose qui fait très bien. Et justement, les combattants français, on devrait le prendre pour exemple. Parce que, tu sais, ça a été le premier Français à passer sur une chaîne de télé pas française, tu vois. Et je pense que s'il n'avait pas fait toute cette hype autour de lui, s'il n'avait pas fait monter ses réseaux à ce niveau-là, il n'aurait jamais été sur Sixplay. Tu sais, il a été relayé par le Ouais, rappeur Booba qui est très, très popularisé sur les réseaux. Donc, non, je pense que tu peux très bien être à la fois youtubeur, entre guillemets youtubeur et combattant des MMA. On voit, il y a Israël Adesanya qui le fait aussi. Tu vois, il ouais, fait et des puis, vlogs, il montre pas mal de choses. c'est ça. Et au-delà de ça, c'est presque deux choses différentes. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que ce qu'il fait dans sa chaîne YouTube, c'est complètement différent de ce qu'on propose en combat. Et j'ai envie de dire, si aujourd'hui il y a autant de supporters de Morgan, c'est pas parce que les gens ils le supportent en tant que combattant, mais c'est avant tout parce qu'ils le supportent pour ce qu'il produit sur sa chaîne. Ça, Ça veut dire qu'en réalité, eux, les résultats de Morgan, ils s'en foutent un peu. Et j'ai l'impression que les critiques, justement, elles viennent des gens qui sont autour, qui gravitent un peu autour. Et c'est presque de la jalousie, tu vois, de dire ça, dans le comme sens qui, où Mika? T'as dit sans langue de bois, va sortir des noms. non, non, mais il y a des, tu vois, j'ai des réactions et je suis Ouais. sûr qu'il y a une sorte de petite pointe de jalousie qui dit ouais, lui il a ça, mais il mérite pas. Mais pourquoi il mérite pas? Est-ce que tu produis ce qu'il produit sur sa chaîne YouTube? Est-ce que tu prends le temps de faire ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube? Tu vois, c'est pas parce que t'es pas le meilleur dans ta catégorie de poids que t'as pas le droit d'être le plus populaire. Tu vois, Ouais, ça n'a rien à voir. Parce que c'est encore une fois ce que je dis, c'est que combattant c'est un métier et valoriser ce qu'il fait au quotidien, c'en a un autre. Et lui, il sait très bien le faire. Et donc, du coup, ça, j'ai pas compris un peu cette vague, tu vois, ce sentiment-là, ou ce ressentiment qu'il y a eu, qui a ressurgi, tu vois. Comme si ça faisait longtemps qu'ils attendaient ça, tu vois, qu'ils attendaient de le voir perdre ouais. Bah, malheureusement, c'est comme tu l'avais dit, c'est le côté pour pervers, hein. Lorsque tu es trop exposé, bah, tu vois, il y a forcément des trackers qui vont attendre ta chute. Donc, voilà. mais voilà pour ma part en tout cas sur l'analyse du combat, voilà vraiment et en plus elle est un peu dure hein, pour le coup, je trouve que je suis dur avec lui, mais vraiment je trouve qu'il y a beaucoup d'axes de progression
Et voilà, il va falloir qu'il travaille dur s'il Après, on veut. s'inquiète pas pour lui, on sait que c'est un charbonneur. Et c'est pas quelqu'un, je pense, qui va baisser les bras. Il l'a même lui-même dit après le combat, quoi. Oui, puis comme tu le dis, il est jeune, il a une grande expérience, mais le problème, c'est qu'il a déjà 9 défaites comment dirais-je, avec 16 victoires. Enfin, le palmarès, à un moment donné, il parle et ça veut dire qu'il dénote certains manquements quand même. Tu vois, et donc là, il faut quand même qu'il trouve quelque chose pour s'améliorer vite parce que maintenant, il est quand même attendu au tournant et c'est toujours difficile de revenir après 2 défaites consécutives psychologiquement. Même si, encore une fois, j'insiste, la défaite contre Vucinic est très contestable. Faut pas l'oublier. Ouais. Voilà, c'était pour l'actualité du MMA français. On va passer au MMA mondial, dont l'UFC, l'annonce qui a été faite pour le 18 décembre. Chris Daukaus qui mettait KO Shamil Abduraimov lors du dernier UFC 266, qui a call out juste après Miocic. Je le reproche d'aller un petit peu trop vite et qui a dit quoi? En gros, faites ce combat. Pompier Vesplic, c'est un combat qui va vendre. Il n'a pas eu Miocic, mais comme on dit, il a visé la lune pour atteindre les étoiles. Il a eu Derrick Lewis. Derrick Lewis qui vient de faire la ceinture. Donc je pense qu'après ce combat, il pourra se positionner peut-être, s'il le passe bien sûr, pour être le En fait, prétendant au titre. ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 écoles. Tu as l'école Daukaus, qui est un peu, bah vas-y, j'y vais, je prends ma chance, j'y vais, je suis âgé, j'ai plus beaucoup de temps devant moi, je fonce. Et tu as l'école Aspinal, où je prends mon temps, je monte step by step, j'ai envie de prendre mon temps dans la cage, j'ai envie de me sentir au max, et quand je me sentirai au max, j'irai à la course au titre. Et pourtant, tous les deux, tu vois, ça aurait été pour moi, à mon sens, l'un des combats les plus parfaits. Tu vois, le combat Daukaus-Aspinal au mois de décembre, bah, me paraissait beaucoup plus vendeur qu'un Lewis vs Daukaus. Parce que Lewis, on sait à quoi s'attendre. Tu vois, c'est un gars qui est beaucoup trop fort pour être le gardien du top 5, c'est-à-dire qu'il va graviter autour du top 5, 6, 7, un peu comme Blade, même un peu plus. Mais le problème, c'est qu'on sait toujours à quoi t'attendre. Il n'y aura pas de surprise. Alors qu'avec un Aspinal, tu vois, tu as du renouveau, tu as quelque chose de nouveau. Et avec Lewis, voilà, on va s'attendre à un combat où il va essayer de finaliser le combat sur un coup, il va attendre. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Et toi, du coup, tu préfères cette école Aspinal en mode je prends mon temps ou l'école de Daukaus, comme tu as dit? Parce qu'en vrai de vrai, là, c'est tout bénéf pour lui. Il affronte Dirk Lewis qui vient de faire la ceinture intérimaire. En gros, comme il le dit souvent, Fernando Lopez, là, il va tomber vers l'avant, quoi qu'il arrive. S'il gagne, tant mieux. S'il perd, il tombe quand même vers l'avant parce qu'il est classé 6e ou 8e et Dirk Lewis, il est actuellement dans le top 3 en tout cas. Après, on ne peut pas dire que quoi qu'il arrive, il va tomber vers l'avant. Non, parce qu'on ne sait pas de comment il va rebondir s'il perd, comment il va se relever d'une défaite. Ça, tu vois, c'est des choses, tu ne peux pas dire quoi qu'il arrive, il va rebondir vers l'avant. Par contre, est-ce qu'il a tout à gagner sur ce combat? Oui, je pense qu'il a tout à gagner sur ce combat. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore 10 ans devant lui pour progresser. Maintenant, tu me demandes, moi, quelle école je préfère. Du point de vue du spectateur pur, bah, je préfère l'école Daukaus. Parce que tout de suite, moi, j'ai envie de voir Aspinal face à du lourd et tout. Le souci, c'est que je sais qu'Aspinal, là, tout de suite, il n'est pas prêt pour affronter du Gain, du Ngannou ou du Miocic. Et c'est pour ça que je le comprends quand il dit, moi, je veux progresser step by step et prendre mon temps. Parce que lui, il vise pas le top 5, il vise pas le top 4. Je pense qu'Aspinal, il vise vraiment la ceinture. Daukaus, je suis pas sûr qu'il vise la ceinture. Je pense que tu vois, il veut se faire un blast chez les poids lourds. Il veut arriver dans le top 5. Et derrière, bah bon, parce que clairement, Daukaus, je le vois avec beaucoup moins de qualité déjà athlétique et technique qu'un Aspinal, même s'il est très fort. Donc, je le vois beaucoup moins fun. Donc après, je respecte en tout cas le choix d'Aspinal. Maintenant, du point de vue du spectateur, effectivement, je préfère l'école Daukaus. Mais je ne suis pas d'accord quand on peut dire que quoi qu'il arrive, il ira vers l'avant. Non, l'UFC s'en souviendra parce que, ok, il n'y a pas de souci. L'UFC aime les gens qui prennent des challenges et tout, ça c'est une vérité. Mais pour autant, on ne peut pas dire que c'est sans risque. Ça ne l'est pas. Surtout en poids lourd. Affaire à suivre, on verra ça le 18 décembre. Et là, l'autre nouvelle de la semaine, c'est
c'est le combat de Makhachev contre RDA qui devait se faire. Finalement, il est out pour blessure. Et là, il y a Dan Hooker qui saute sur l'occasion et qui se porte volontaire pour affronter Islam le 30 octobre à la Fight Island. C'est bien, ça sauve un petit peu la carte, mais je pense que c'est pas un combat qui va faire avancer Islam dans le ranking. Tu sais, voilà, là, il sort d'une belle victoire contre Nasrat, mais bon, c'est pas un combat aussi qui l'a vraiment fait avancer, même s'il il est passé de 8e à la 6e place, il me semble. Mais bon, c'est pas un mec qui était dans le top 15. Et dernièrement, il a essuyé 2 défaites contre Chandler, qui a ensuite perdu face à Oliveira. Ça va le laisser actif. Islam, c'est bien, mais bon, c'est pas vraiment un combat qui va le faire avancer en vrai de vrai. Bah, alors, moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que Hooker est même plus dangereux que Dos Anjos. Vraiment, le Hooker des grands soirs, le Hooker qu'on a eu contre Dustin Poirier, c'était quelque chose de fou. Le Hooker qu'on a eu contre Chandler, malheureusement, il s'est éteint au premier round à la première minute du combat, donc on peut pas trop savoir. Mais Hooker, c'était quelqu'un de qui on parlait comme un prétendant au titre il y a encore un combat. Ouais, il ne faut pas l'enterrer trop vite non plus. Et quand on voit la manière dont il a surclassé Nasrat, et qu'on sait que Nasrat, c'est quelqu'un qui, dans le milieu, est connu et reconnu pour sa vitesse de frappe en anglaise, etc., etc., et qui est quelqu'un qui est très difficile à amener au sol, et que Hooker n'est pas pour autant un lutteur et qu'il a réussi à l'amener au sol et qu'il a développé un jeu au sol, attention à Hooker, vraiment. Maintenant, je pense que Makhachev, il a toutes les armes pour battre Hooker. Mais sincèrement, je pense que Hooker est presque un plus gros danger que Dos Anjos, dans le sens où il a des genoux qui peuvent être dévastateurs, il est longiligne, donc il a une bonne boxe, et qu'il a eu un gros camp d'entraînement face à Chandler. Bon, malheureusement, ça n'a pas payé parce qu'il s'est fait éteindre avant. Mais c'est que je pense que quand tu affrontes des mecs comme Chandler, c'est que tu prépares ton camp d'entraînement face à des lutteurs et forcément, il a évolué sur le plan technique en défense de lutte, etc. Et donc, du coup, tout ce qu'il a pu travailler avec Chandler, il va le ressortir face à Makhachev, forcément. Donc, je dis attention à Hooker, qui est sur une bonne dynamique, qui est revenu dans une bonne dynamique, qui ne s'est pas blessé lors de son dernier combat et qui pour le coup, a la mentale. Et en tout cas, il a tout mon respect et j'espère le voir gagner. Après, je suis d'accord avec toi, comme tu as dit, le Hooker des grands soirs, comme face à Poirier, ouais, je suis d'accord avec toi, mais sauf que stylistiquement, c'est pas la même. Hooker, c'est. Enfin, Islam par rapport à Poirier, c'est un gros lutteur qui a, contrairement à Khabib, un très très bon striking, tu sais. Et pour comparer Chandler et Islam, c'est pas le même. Même si c'est 2 gros lutteurs, c'est pas la même. Tu sais, Chandler, c'est beaucoup un mec qui est sur l'incertitude, qui avance, qui met une grosse pression. Que Islam, il est 2 pieds à plat, il avance, il met une grosse pression. Et en plus de ça, il sait lutter. Tu sais, et je pense que en tout cas, de ce que j'ai vu dans les combats, Hooker, il aime pas, je pense, se prendre la pression. Ça, on l'a vu face à Chandler, il était sur le couloir, il avait aucune solution, tu sais. Là, Nasrat, c'était un petit peu le combat qui allait le faire rebondir, qui allait le faire prendre une victoire derrière, mais bon, c'est pas un combat qui le réaffirme, on va dire, chez les grands, tu vois. C'est un combat qui l'a fait briller un soir, mais bon, c'est pas le combat où on pourra dire, ouais, on peut compter sur Hooker pour aller chercher le titre. Ouais. Après, il ne faut pas oublier, comme Hooker, c'est un gars qui a quand même accroché des sacrés noms à son palmarès. Il a notamment accroché Gilbert Burns. Hein. Il a mis KO Burns à l'époque au premier round, tu vois. C'est un mec qui sait boxer. Il a des défaites, certes, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Et j'ai le sentiment, vraiment en tout cas, qu'on l'enterre peut-être un peu trop vite. Après, est-ce que c'est une bonne idée d'affronter Makhachev alors qu'on sait que lui, sa kryptonite, c'est plutôt les lutteurs que les strikers? Tu le disais, en opposition de style, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Mais en tout cas, là où j'en suis sûr, c'est que il représente un plus gros danger que Dos Anjos pour Makhachev. On verra, affaire à suivre le 30 octobre. Là, on a eu aussi la dernière nouvelle de Sterling qui devait affronter Petroyan pour la ceinture. Et finalement, c'est Cory Sandhagen qui prend le relais parce que Sterling je crois que c'est une blessure à la nuque qui traîne depuis un petit moment, donc il est out pour le combat. Ouais, les cervicales.
Alors, il le disait lui-même, il n'est pas vraiment blessé, mais en Ouais. fait, la gêne fait qu'il ne peut pas s'entraîner correctement et donc qu'il décide de se retirer du combat. Penchant pour Petroyan ou pour Sandhagen? Moi, je pense que c'est un risque. Tu sais, c'est un petit peu comme. Vas-y. Je pense que c'est un petit peu comme le combat de Vucenic et Paul Hughes. Tu sais, on sait que Petroyan il roulait sur Sterling. Après, voilà, il y a eu la disqualification. Depuis, ils font que de ce trash talk. Mais même si Sandhagen avait perdu contre Sterling, mais bon, c'était en quelques secondes. Tu sais, c'était vraiment, je pense, un Ouais, moment de dilatation, tu vois. Je pense qu'il a vraiment toutes les armes, Sandhagen, pour en venir à bout de Petroyan. ouais. C'est mon Alors, avis, surtout qu'il est très très complet. ouais, après, Sandhagen, ça reste quelqu'un de dangereux. Maintenant, je pense que Petroyan va franchement dominer les débats. Parce que faut pas oublier quand même que même si c'était sur une décision partagée, il sort d'une grosse guerre qu'il a perdue, Sandhagen, hein, contre, Ouais, je suis d'accord. Ouais. Contre Dillashaw. comment Dillashaw. Donc déjà, je pense que si Dillashaw n'a pas accepté le combat, c'est parce que lui il n'était pas soit blessé, Il est soit blessé, je crois, il s'est fait les ligaments lors de ce combat. voilà, soit c'était les ligaments, soit il s'est blessé, soit il peut pas faire le poids. Mais bon, faut pas oublier quand même Sandhagen, c'est 2 défaites sur ses 4 derniers combats. Donc Sterling et Dillashaw. Donc tu vois, il est pour moi, il est derrière eux au classement du top 5. Enfin, il est top 3 quoi, si tu préfères. Et il y a Petroyan qui est devant et qui devait jamais perdre la ceinture en temps normal. S'il n'avait pas mis son coup de genou, il Ouais. dominait outrageusement Sterling. Enfin, pas outrageusement, mais il dominait Sterling. Donc, sincèrement, pour moi, tous les indicateurs sont ouverts pour Petroyan. Maintenant, je suis d'accord avec toi pour dire que ça reste un combat piège. Parce qu'encore une fois, Sandhagen, pour le coup, lui, il a vraiment rien à perdre. Et c'est l'affaire du siècle. Ça veut dire que je crois qu'il y a eu très peu de combattants qui se sont vus proposer un title shot alors qu'ils étaient sur une défaite. Ouais. Et lui, il est sur 2 défaites en 4 combats. Donc, c'est quand même, pour moi, c'est une aubaine. Et il a rien à perdre. Donc, oui, c'est un gros combat piège. Maintenant, pour moi, Petroyan s'imposera. Moi, je vois plus Sandhagen. Mais bon, on rentrera dans les analyses et les pronostics plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, 18h, pour l'actualité de la semaine. Voilà, c'est un format qu'on va faire toutes les semaines, un épisode par semaine. On va traiter de l'actualité française, du MMA mondial, de l'UFC, du Bellator. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner au Man in Fight sur l'Instagram de Mickaël Lebou qui met souvent des petits débats où vous pouvez discuter et donner vos avis. Je te laisse terminer le mot de la fin. Voilà, bah, écoutez, on vous retrouve là tous les lundis. J'espère que ça ne sera pas l'amour est dans le pré. Pour une fois, ça sera le Mika and AB show. Mais voilà, j'espère, on compte sur vous en tout cas pour nous donner de la force et on vous retrouve tous les lundis. Voilà, merci à toi, Mika. Salut.